Merci de rester fidèle à votre programme économique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Kiosque Éco. Ici, on fait le tour de 4 sujets essentiellement. On parlera de la signature de l'accord des principes entre la RDC et le Rwanda, mais également des autres groupes armés. Quels sont les enjeux économiques de ces nouveaux accords? On parlera également de la réflexion exigée par le chef de l'État sur la politique salariale en RDC, mais on reviendra également sur le maintien du taux directeur à 25% au niveau de la Banque centrale. Quelles sont les perspectives et quelles sont les évolutions à constater à ces niveaux-là? Et puis on viendra également sur la multitude de naufrages constatés au niveau du fleuve Congo. Quelle politique de transport fluvial à mettre en République démocratique du Congo pour réduire sensiblement les dégâts et les pertes en vies humaines? Mesdames et messieurs, sur ce plateau, 3 invités exceptionnellement pour aujourd'hui. Bienvenue, Bakoumania est là, merci. Bonjour. Amédée Moirabou de Bonjour. Tout le jour est là, Voilà. et Serge Nseka qui revient après. À le moment de trêve, on pensait qu'il était à Paris, mais bon, il est à Kinshasa. Merci et bienvenue à vous. Merci de l'invitation. Alors, on va commencer par cette question qui défraye la chronique, ce fameux accord de principe entre la RDC et le Rwanda. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais se montrent un peu sceptiques. Certains craignent la politique, comme disent les autres, bradage de ressources minières. Je sais qu'on est déjà revenu sur cette question ici, mais quels sont les enjeux de ce nouvel accord sous l'égide des Nations Unies? Quel est l'élément des différences? Bienvenue. Sous l'égide des États-Unis. Des États-Unis. Oui. Écoutez, les enjeux sont éminemment économiques parce que cette guerre, c'est une guerre des prédations. C'est-à-dire une guerre qui est basée essentiellement sur le pillage de ressources en vue de leur exportation. Les exportations de minerais du Rwanda représentent pratiquement le tiers de son budget. Plus de presque 2 milliards. 2 milliards, oui. Presque 2 milliards sur 5 milliards. C'est une question existentielle pour le Rwanda. Ne plus piller la République démocratique du Congo, c'est revient à se priver de près de 2 milliards de dollars. Donc le Rwanda a fait un problème de survie. C'est normal qu'aujourd'hui, on va déraciner ce problème, on va aller à la source de ce problème et mettre fin au pillage. En mettant fin au pillage, on met également fin aux tueries, on met fin au massacre et on permet à ce que tout le monde puisse se retrouver. Et c'est ce que les États-Unis ont fait. Les Américains vont venir investir, les Qataris certainement vont mettre des capitaux. Le Rwanda, avec les infrastructures, notamment des raffineries qui se trouvent chez lui, va bénéficier des impôts et des taxes. Et la République démocratique du Congo, les propriétaires des minéraux, va également bénéficier des royalties et autres. Moi, je pense que cette intelligence qui a été mise en place, ça a pris 30 ans pour que les gens puissent comprendre. Et pourtant, la RDC a toujours répété, c'est une guerre de prédation. Personne ne voulait comprendre. Mais aujourd'hui que les États-Unis ont compris, on va constater tous. Est-ce que ce sont les États-Unis qui ont compris ou c'est Kinshasa qui a décidé finalement de se bouger et d'échanger d'approche, notamment avec le fameux deal dont on parle? Kinshasa a plutôt changé des fusils d'épaule. Avant, c'était de considérer tout le monde comme des méchants. On ne nous aimait pas. Kinshasa a commencé à parler avec tout le monde. C'est la politique du président de la République quand il a effectué beaucoup de déplacements que la majorité des Congolais ne comprenaient pas. Il allait expliquer que la guerre là, c'est la guerre des pillages des ressources naturelles. Mettre fin au pillage des ressources naturelles reviendrait également à assurer la paix. Et le coût de la paix est énorme parce que la guerre, ça coûte extrêmement cher. Donc, cette déclaration, c'était pas un accord, c'était une déclaration des principes. Cette déclaration qui va certainement aboutir d'ici le 2 mai à une ébauche d'un accord, cette déclaration permet donc de mettre fin à cette dépense qu'on mettait sur la guerre, qu'on puisse aller vers les développements. Et je pense que tout le monde a compris que personne ne perd quand on va dans la paix. Amédée Moirabou, la question que beaucoup de Congolais se posent, c'est les États-Unis savaient que le Rwanda était là pour des raisons économiques, d'ailleurs avec la bénédiction des États-Unis pour certains. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui et est-ce qu'on peut espérer un accord durable dans le contexte où on sait que même les États-Unis ont quand même pris part belle dans l'exploitation de ces ressources minières de la RDC? En tout cas, durable dans le sens de ne plus retourner dans les armes. Oui, je crois que tout Congolais aurait espéré à ce que ce soit un accord durable. Mais ici, nous faisons face à un partenaire qui est rusé, qui est versatile, qui n'est pas de bonne foi. Donc, accord durable, nous, de notre côté, en tout cas, nous sommes sincères, nous voulons vraiment
Et je crois, dès l'entame de son mandat en 2019, le président de la République était dans cette approche-là. C'est-à-dire que tendre de pont à tous nos 9 voisins, de manière à ce que nous puissions coopérer, voir en sorte que chaque pays puisse bénéficier de l'autre. Et la RDC, en tant que puissance régionale, avait beaucoup à donner à tous les autres. Et c'est ce que le président a fait, puisque aujourd'hui, quand vous regardez cet accord, notamment à son volet 3, qui parle de l'intégration régionale, vous verrez que tout ce qui est dit là-bas a été proposé par... C'est des solutions déjà proposées par Kinshasa. Voilà, c'est des solutions déjà proposées par le président de la République à Paul Kagame. Mais ici, on a affaire à un partenaire, au fait, un crapaud qui voulait se faire buffle ou qui pensait qu'il était tellement fort qu'il pouvait se servir des richesses de la RDC comme bon lui semble. Mais ici, c'est cet accord. Et cette déclaration permet au fait de remettre Kigali à sa place pour dire que respect de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. C'est noir sur blanc dans cette déclaration. Ça veut dire que toutes ces velléités expansionnistes de Kigali, ça tombe dans l'eau. Chacun doit rester chez lui et nous pouvons coopérer parce que nous avons des choses à donner en tant que pays au Rwanda et le Rwanda à la RDC. Voilà, donc se posons la question de savoir qu'est-ce que nous on peut tirer comme profit au Rwanda aujourd'hui. Écoutez, depuis 1976, quand on a créé la communauté des États, la CEPGL, oui. C'était dans cette optique-là. C'est-à-dire que nous vivons dans une région, nous pouvons coopérer de manière à ce que nous puissions bénéficier, en fait, tirer profit. Tirer les autres vers le haut. Voilà, et surtout prévenir les conflits régionaux. C'était ça. Mais avec le génocide au Rwanda et les velléités expansionnistes de Kagame, c'est ce qui a tout foiré en l'air. Mais quand le président de la République, Félix Tshisekedi, est revenu, je viens de le dire tantôt, il a voulu que nous puissions vraiment coopérer avec tous les 9 pays. Mais voilà, les Rwandais n'entendaient pas de cette oreille. Mais aujourd'hui, quand vous lisez cette déclaration, on revient à ça. C'est-à-dire que tout ça doit se faire dans la transparence, dans le respect du droit international. Mais écoutez, le droit international, il y a un principe de bonne foi qui s'applique au droit international. C'est-à-dire que là, nous avons une déclaration, mais ça dépend de la bonne foi de chaque partie. Et comme je l'ai dit, le Rwanda, c'est un pays qui, en tout cas le régime rwandais, n'a pas cette bonne foi. C'est pourquoi je voudrais rebondir sur ce que Bienvenue disait tout à l'heure, que voilà, on va signer d'ici le 2 mai un accord beaucoup plus large. Ça nous permettrait de prendre l'argent de la guerre pour le mettre au développement. Non, nous devons nous prémunir. On a déjà dit que nous devons mettre fin à 3 décennies d'instabilité. Et donc, nous devons monter une armée puissante. Donc, nous devons continuer à investir dans l'armée de manière à ce que... Parce que nous ne croyons pas que Kigali va se conformer à tout ce qui sera dit. Donc, nous devons faire en sorte que nous ayons une armée capable de protéger les 2 345 410 km². De manière que chaque soldat rwandais qui entrerait en RDC puisse être neutralisé directement. Donc c'est ça. Donc on ne va pas prendre l'argent consacré à la guerre et mettre au développement. Non, nous avons cette latitude-là aller jusqu'au bout de la loi sur la programmation militaire. Une armée puissante, efficace, capable de nous défendre. Serge Nseka, Amédée Morabou touche également le fond, par où je voulais d'ailleurs poser la question, c'est qu'il s'est révélé aujourd'hui que sans toucher au rapport de force sur terrain, Kinshasa a su trouver d'autres voies pour trouver un terrain d'entente avec le mouvement rebelle, particulièrement le Rwanda. Ça veut dire que cette guerre était éminemment économique. Quelle serait l'attitude de Kinshasa quand on sait qu'on a tendance à prendre les choses à demi-mesure, maintenant qu'on trouvera une solution sur les approches économiques et que finalement l'option militaire soit renvoyée au calendrier grec? Est-ce qu'il faudra qu'on garde cette attitude-là où Kinshasa doit se prémunir? Et encore, qui sait quel serait l'intérêt? Est-ce que le Rwanda a vraiment profit à tirer quand les États-Unis entrent en danse et que les États-Unis également a besoin des intérêts en tant qu'État? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que l'option militaire peut être une option secondaire
question d'avoir eu une solution par la voie... L'option militaire, à mon avis, doit rester principale. Et d'ailleurs, nous devons, nos forces armées, monter en puissance de manière à ce que l'argument militaire, même sans tirer un coup de fil, que la réputation de notre force militaire, de notre capacité de fait puisse réjaillir sur la politique sous-régionale. Mais là, à travers cet accord, je pense que nous commençons là où on devait, c'est-à-dire on termine là où on devait commencer, quoi. Parce qu'il y a déjà l'intégration sous-régionale qui a été mise en branle. Entre le Rwanda et les Zaïre et la RDC, les relations étaient au beau fixe. C'est l'absence de la démocratie, c'est l'arrivée des rebelles qui ont pris le pouvoir au Rwanda qui a tout chamboulé. Et cela s'est déversé sur la République démocratique du Congo. Et deux éléments à retenir dans le changement de tonalité. Il y a l'activisme de Kinshasa à travers le président de la République, mais aussi les changements de temps de la politique au niveau de l'administration américaine. Souvenez-vous que les démocrates au pouvoir ont soutenu, ainsi que les Britanniques, ont soutenu tellement le Rwanda, ont fermé les yeux sur tous les rapports. Les Britanniques étaient même prêts à déverser tous les indésirables ici, au Rwanda. Et pour le Rwanda, c'était un argument pour se sécuriser, dire qu'on ne peut pas tirer sur nous parce que contre des millions. Mais bien entendu, les changements de l'administration au niveau américain a participé de beaucoup dans ce qui arrive aujourd'hui. L'initiative est partie du Congo, mais je pense que Trump, en réaliste et en businessman, a trouvé le moyen. Mais qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? Bienvenue l'a dit, on ne peut pas faire les affaires ici avec un climat d'insécurité parce qu'il y a des gros investissements qui vont arriver, des gros financements. Et j'en prendrai comme exemple la construction du corridor au RDC. C'est déjà les Américains dans l'élan du projet. Les Chinois étaient là, c'était pratiquement avec les Chinois, mais les Chinois privés, des businessmen qui sont venus pour pomper l'argent et répartir. Et la politique chinoise n'entre pas dans tout ce qui est démocratie, dans tout ce qui est recherche de la paix, de tout ce qui est guerre. La Chine ne rentre pas, contrairement aux États-Unis. C'est-à-dire, ça sera une occasion pour nous de gagner en ressources, de gagner en temps, mais des ressources qu'on devrait mettre, je l'ai dit au début de mon intervention, au service du développement de l'armée, mais aussi parce que ça ne sera pas seulement contre le Rwanda. Respect des droits de l'homme, parce que les Américains viennent toujours avec des conditionnalités. Le problème ici, ce n'est pas seulement le Rwanda. Qui sont les interlocuteurs qui vont décider, qui vont discuter avec ceux qui vont arriver? C'est vrai, ça sera le business, mais qu'est-ce que nous allons gagner? Par nature, le Congo, la RDC, a la vocation de tirer vers le haut la sous-région parce que nous avons plus que tous les autres. Si ça marche bien au Congo, nous avons l'obligation morale et de traîner comme une locomotive avec les autres. De traîner les autres. On a vu l'Europe qui s'est construite, l'Europe des 6, des 12, et aujourd'hui l'Union européenne. On donne des responsabilités aux pays tels que la Belgique qui n'ont rien, mais qui aujourd'hui existent du fait de cette collaboration. Nous avons l'obligation, si nous voulons être en paix, de partager des services et même des richesses avec nos voisins, mais dans des conditions. Mais tout cela ne se fera que si la démocratie devient une réalité dans tout le pays voisin. Parce que on peut aujourd'hui, je vais chuter par là. C'est un facteur que personne ne peut maîtriser. Je vais chuter par là. Si on peut tout signer, mais tant qu'il y aura des gens comme des Kagame, sournois, et je ne vais pas ajouter d'autres qualificatifs, on n'aboutira pas au résultat escompté. Il faudrait qu'il y ait des régimes qui soient d'abord contrôlés à l'interne. Plus ou moins, j'ai dit contrôlés, que l'État ne soit pas la volonté d'un seul homme. Comme ça se passe de l'autre côté. Au même moment qu'on va signer des traités, au même moment qu'on va mettre en branle des dispositifs pour cet échange américano-congolais ou rwando-congolais, mais il faudrait aussi veiller à la démocratisation. Ce qui se passe au Rwanda doit cesser. Merci. Alors, doit cesser. Bienvenue Bachmann, on parle de la notion de la solidarité de la RDC qui doit tirer les autres États vers le haut. C'est presque l'esprit de cette déclaration de principe. Mais il y a une question qui beaucoup de Congolais se posent, c'est quand on parle de la gestion des parcs nationaux, quelle est la nature de l'accord que la RDC peut avoir avec le Rwanda et à quel niveau et c'est pour quel intérêt?
pour nous? Mais écoutez, d'abord, par rapport à l'armée, il y a une loi de programmation. Oui. Cette loi de programmation, je n'ai pas demandé qu'on puisse l'abandonner. On doit poursuivre avec la loi de programmation parce que c'est quelque chose de structurel. Okay. Alors qu'avec la guerre, il y a eu des dépenses exceptionnelles qui ont fait qu'on a sacrifié certains secteurs pour aller faire la guerre. Mais maintenant, notamment les investissements. Aujourd'hui, le gouvernement n'investit presque rien parce qu'il faut faire la guerre. Il faut d'abord faire la guerre. Cet argent-là, maintenant, va revenir aux investissements et ça va permettre à ce que nous puissions stabiliser le pays tout en assurant la montée en force de l'armée à travers la loi de... Ou à la limite, il faut dire aux gens un retour à la normale. Un retour à la normale, voilà. C'est un retour à la normale qui est en train de pointer à l'horizon. Okay. Mais je ne suis pas naïf pour autant. Parce que, par exemple, ce que vous soulevez par rapport aux parcs nationaux, il y a des questionnements. Il y a des questionnements. Ils vont venir faire quoi? Moi, je pense, et j'aimerais que ce soit cela, que ce serait de joint venture avec des entreprises rwandaises, qui sont quelque peu développés. Profiter de leur expertise en matière de tourisme. Tourisme notamment pour rentabiliser cette richesse extraordinaire, cette biodiversité qu'on ne retrouve pas ailleurs, dans le parc des Virunga notamment. C'est comme ça que moi je me dis, si le Rwanda a l'expertise en cette matière, et si cela est avéré, on a vu la Tanzanie, le Kenya, ils sont dans tout ça, s'ils peuvent venir chez nous et faire des choses, il n'y a pas de problème. Ils vont venir investir comme des entreprises congolaises, ils vont acheter notre registre de commerce au Congo, ils vont avoir des opérateurs économiques congolais également qui vont être dans les capitales, ainsi de suite. Moi je pense que dans ces conditions, on peut accepter le Rwandais venir ici. Et là aussi, et je pense que je ne décevrai pas à m'aider, là aussi j'insiste, il faut que l'armée soit dissuasive, comme l'a dit Nseka. Oui, il faut que l'armée soit dissuasive. L'armée, c'est pas toujours, les armées modernes, c'est pas toujours aller tirer et tuer. Le renseignement. Mais ce sont les renseignements, c'est la technologie c'est l'électronique qui entre en jeu. Donc je pense que nous, on a intérêt, nous aussi, à faire comme le Rwandais. On fait la différence avec la technologie aujourd'hui. Exactement. Alors, Amédée Morabou, j'avais envie de vous poser la même question, mais j'ai une question, elle est mi-économique, mais un peu plus politique. La question, c'est vrai, on parle de parcs, on parle des échanges commerciaux aujourd'hui, mais quel serait le regard de Congolais sur cette approche quand on sait que déjà, à ces niveaux-là, le rapport même entre populations est déjà dans un contexte très difficile? Est-ce que la population, en tant qu'agent économique, sera apte à pouvoir accepter ces genres d'approches commerciales avec les sociétés rwandaises quand on sait également que les velléités vont persister? Si vous êtes à Bukavu et à Goma, vous verrez que les deux populations du Rwanda et de la RDC, ils échangent beaucoup de choses. Et d'ailleurs, vous verrez que même nous, journalistes, quand nous faisons un tour à Goma, on a toujours un petit qui rôde autour de l'hôtel. Il vous dit, bon voilà, je vais vous acheter les saucisses à Gisenyi. Donc, les échanges au niveau de la population, ça passe. Le problème, c'est au niveau des officiels. Si les investissements, même venant du Rwanda, s'il peut se faire en respectant la loi congolaise et tout, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puisque si vous êtes en tout cas à Goma et à Bukavu, vous verrez que les deux peuples, ils échangent énormément. Il y a beaucoup de Congolais qui vont au Rwanda pour vendre des choses. Il y a des Rwandais qui viennent en RDC, à Bukavu, à Goma pour vendre des choses. Voilà. Si vous êtes, d'ailleurs, vous verrez que même dans les hôtels à Goma, il y a certains produits qu'on vous sert, ça vient du Rwanda. Donc, c'est ça. Donc, moi, je ne pense pas qu'au niveau de deux peuples, il y aurait un problème. Non, c'est plutôt au niveau des officiels. En tout cas, si vous êtes, que ce soit à la grande barrière ou à la petite barrière à Goma, vous verrez que les mouvements sont en permanence, durant toute la journée. Les deux peuples, ils échangent. Ils échangent. En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire sur le plateau ici. Ce que voilà. Vous dites, voilà. Parce que moi, j'ai vécu le matin, les femmes rwandaises se précipitent à la frontière pour vendre des oranges et des légumes.
Donc, Congo, il y a eu une économie. Le Congo a toujours été un marché pour le Rwanda. Ça, c'est une certitude. Regardez, je pense que c'est quand même paradoxal. C'est très vrai ce que le confrère disent, mais aussi dans la conscience collective, surtout de peuples qui ne sont pas dans la zone frontalière, il y a quand même un rapport très tendu. Ce peuple est très vindicatif. Ce peuple est très remonté. J'ai été à Kigali il y a un certain moment. J'ai discuté avec des amis de jeunes, mais ils sont. C'est dans le collectif rwandais, dans la mémoire collective rwandaise, ce qui s'est passé ici. On a brûlé des gens chez vous. C'était des échanges vraiment fraternels, mais vous sentez qu'il y a une blessure. Ça, c'est un aspect qu'on ne doit pas occulter du fait de cette proximité avec les deux peuples. Il faut y travailler. Si vous êtes à Kigali, vous êtes adulé, vous êtes respecté, surtout si quand vous parlez lingala, vous êtes une superstar. Ça, je peux vous l'assurer. Oui. Mais dans la conscience collective, ce que nous avons vécu en 98, ce sont des choses qui ne se sont pas effacées. Il faudrait quand même qu'il y ait une cure, je ne sais pas, d'âme collective, que ce soit du côté de Kinshasa, du côté... Je termine. Oui. Du côté de Kinshasa, du côté de Kigali, parce que c'est une réalité. Il suffirait qu'il y ait un illuminé ici pour rallumer cette mèche-là, ça peut reprendre de plus belle. Il ne faudrait pas qu'il y ait des illuminés pour rallumer une telle mèche. C'est pour ça il faut y travailler. Voilà, c'est pour ça il faut y travailler. Le président de la République a toujours dit, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Non. Nous avons un problème avec les régimes rwandais qui s'est engagé dans la prédation de nos richesses sans payer ce qu'il faut. C'est ça. Donc c'est pourquoi je disais, peut-être au niveau des officiels, les entreprises qui peuvent avoir, on connaît, dans la région, on connaît telle entreprise, c'est une entreprise rwandaise qui œuvre dans tel secteur. On sait s'ils pillent les richesses ou l'or ou, je sais pas moi, les coltans, on sait. Et ça, effectivement, en tant que Congolais, tout Congolais aurait un mauvais œil par rapport à un tel. C'est pourquoi j'estime que nous devons partir sur de bonnes bases, désormais. Partir sur des bases de transparence, sur les bases de respect des règles, le respect de la loi de chaque pays. Okay. Si on part sur cette base, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, on va très rapidement clore ce sujet pour ne pas prendre trop de temps. Je partage des patriotismes et des marabouts, mais je dis, malheureusement, cher ami, ça ne dépend pas que de nous. Tant que il rentre dans la notion de la bonne volonté qu'il a évoquée tout à l'heure. Mais il n'y a pas de bonne volonté. Il n'y a pas de bonne volonté. Il y a une notion de bonne volonté dans les accords. Il y a respect de principe. Vous pouvez en avoir si l'autre n'en a pas, c'est une difficulté. Oui, tout à fait. Il faudrait qu'il y ait, je reviens sur ce que je disais, qu'il y ait un régime responsable, un interlocuteur sûr, avec qui on va collaborer et être sûr que ce que nous nous sommes dit maintenant va être respecté demain. Ce n'est pas le cas. Exactement. On va clore ce sujet sur une question où on peut répondre en 20 secondes. La question, c'est vrai, on parle de la question de la solidarité. Aujourd'hui, on est en passe de trouver une solution avec le Rwanda, par exemple. Est-ce qu'il n'y avait pas lieu de faire les choses de manière intégrale? Faire participer l'Ouganda également, qui de temps en temps représenterait aussi une menace quand on suit généralement les déclarations du fils Museveni, qui, dans les jours à venir, si la démocratisation n'arrive pas, serait peut-être un chef d'État de l'autre côté. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui d'ouvrir cette discussion dans les orientations économiques au niveau de la sous-région pour être un peu plus large et éviter la frustration des autres? Qui ne bénéficie pas de la solidarité de la RDC? La première banque congolaise, elle est kenyane. Elle est devenue kenyane. Oui, qu'est-ce qu'on peut encore ne pas donner? Aujourd'hui, la route Kassindi-Beni, ce sont les Ougandais qui l'ont construite, ce sont les Ougandais qui l'exploitent, ce sont les Ougandais qui bénéficient le plus des dividendes de cette route. Donc, c'est dire que du côté de la République démocratique du Congo, on a tout donné. Même au Congo-Brazza, ici en face, on donne tout. Toute notre production. Zongo pour la Centrafrique, tout vient de Kinshasa. Visiblement, ce n'était pas suffisant. Nous, on donne tout ce qu'on peut, en termes de solidarité, le Congolais a donné le plus. Parce que, de par sa dimension, c'est le leader. C'est le leader. Nous devons prendre conscience que nous sommes les leaders. Et tous les petits qui sont derrière nous, nous devons avoir la manière de les encadrer, de les guider, de les aider, parce que nous sommes des leaders. Et nous l'avons ignoré, mais je pense qu'aujourd'hui, désormais, on doit prendre conscience. On a quand même un passé actif dans ce sens-là avec le Soudan. À ta question, je pense que avec le Tchad. Je pense que cette déclaration de principe servira de jurisprudence pour tous les autres pays de la région. Il pourra s'appliquer
appliquer Moutandis à tous les autres pays frontaliers, que ce soit l'Ouganda que vous avez cité, ou le Burundi et tout. Donc, puisque là, on réaffirme le respect des frontières, le respect des lois de chaque pays, la transparence dans les investissements et tout. Voilà, donc il n'y a pas de problème pour ça. Est-ce que cette déclaration aurait plus de force de loi que la plupart des résolutions des Nations Unies qui ont évoqué les mêmes histoires mais qui n'ont jamais été appliquées? Je vous rappelle qu'on a affaire avec les États-Unis, ce pays qui a participé à la défenestration de l'URSS, ce pays qui est allé chercher Ben Laden là où il s'est caché, ce pays qui a défenestré Saddam Hussein, ce pays qui a éliminé Muammar Kadhafi. C'est-à-dire que j'aimerais voir le nouveau têtu qui n'aura pas lu l'histoire récente de l'humanité pour résister. Les choses vont de soi. Pourquoi Tshisekedi et Kagame se sont déplacés tout à fait incessantes à Doha? Si vous trouvez la réponse à cette question, vous comprenez ce qui arrive derrière. C'est une question à $1 million. Voilà. Allez, on va passer au deuxième sujet. On va revenir sur... on vous a annoncé cette thématique lors de l'émission précédente. Le maintien du taux directeur au niveau de la Banque centrale à 25%. Ce maintien, ça voudrait dire que c'est un taux appliqué depuis un certain moment. La question c'est, quelle est la plus-value dans cette orientation? Je sais qu'il y a peut-être deux avis très critiques, mais est-ce que cette politique approximative appliquée, comme certains l'appelleraient, de la Banque centrale, est de nature à faciliter les choses ou encore à aider l'économie nationale? Non, pas du tout honnête, pas d'économie en maintenant les taux directeurs à 25%. C'était une mesure temporaire. Hein, c'était une mesure qui devait répondre de manière instantanée à un besoin, à une difficulté du moment de cette époque-là. Okay. Mais on ne peut pas rester éternellement dans des mesures temporelles, dans des mesures qui ne sont pas structurelles. Parce que en étant dans cet état des choses, c'est-à-dire qu'on a tué les investissements. Le crédit, il est impossible de prendre les crédits dans ce pays. Et les ménages et les unités de production ne peuvent survivre qu'en prenant du crédit, en investissant. Et l'investissement, c'est avec du crédit qu'on prend auprès des banques. Et lorsque les banques vont appliquer un taux usurier, de plus de 25%, si déjà l'État lui-même applique un taux usurier de 25%, les banques commerciales feront plus. Les banques commerciales feront plus. Ils ont besoin de bénéfices. Oui. Mais je pense que c'est à court terme, c'est bénéfique de juguler l'inflation, de contrôler les paramètres macroéconomiques. C'est très bénéfique. Mais à long terme, ce n'est pas du tout bénéfique. Ça ne profite à personne. Il faut que la Banque centrale et le gouvernement, qui ont marié leur politique désormais, les politiques budgétaires et monétaires qui sont désormais mariées, il faut qu'ils prennent le courage d'appliquer, de mettre en place des politiques publiques qui permettraient à ce qu'on quitte ce taux directeur de 25%. Je pense qu'il y a une question d'intelligence qui manque dans l'approche de cette question. Il y a une intelligence qui manque. Il faut que les gens s'assoient et réfléchissent. Qui viendrait du management de la Banque centrale ou encore de la commission de politique monétaire? Non, en tout cas, ils sont suffisamment intelligents. Des hommes comme Madame la gouverneure, comme notre ministre de l'économie, ce sont des gens suffisamment intelligents. Hein, ils doivent se mettre autour d'une table et dire comment est-ce qu'on va réduire les taux directeurs et ne pas déstabiliser le cadrage macroéconomique. C'est jouable. Pourquoi est-ce que les autres le font? Pourquoi pas nous? Est-ce qu'ils sont plus intelligents? Ils sont extraordinaires, des extraterrestres. Ce sont des humains comme nous. Ils observent l'environnement économique, l'environnement des affaires, l'environnement des investissements. Et puis, ils trouvent des solutions, ils trouvent des mesures qui permettraient à ce qu'on puisse améliorer la production, qu'on puisse améliorer les revenus de nos peuples. Moi, je pense qu'aujourd'hui, rester dans cette politique qui était provisoire, c'est suicidaire à long terme, à moyen et long terme. Ouais. Amédée Morabou, on parle d'une solution temporaire, mais dans le contexte, qu'est-ce qui pouvait bien justifier le maintien de ce taux à ces niveaux-là, quand on sait qu'on est déjà dans un contexte d'asphyxie, notamment avec les dépenses exceptionnelles, les questions de la guerre à gauche, il faut soulager un peu le ménage et les autres opérateurs qui ont besoin de crédit au niveau de banque. Quels sont les éléments qui peuvent fonder ces décisions dans ce contexte actuel? Replaçons les choses dans leur contexte d'abord. C'est justement ce qu'on vous demande. Voilà. C'est depuis août 2023 que la Banque centrale a fixé les taux directeurs à 25%. Et vous vous rappellerez qu'en août 2025, on sort de l'organisation des Jeux de la francophonie.
Et ces jeux-là ont été financés entièrement par les gouvernements de la RDC. Donc, le gouvernement a injecté, en tout cas, c'est plus de 350 millions de dollars à cette époque-là. Et ça se pourrait que c'est cet argent qui a pu occasionner l'inflation sur le marché et qui a poussé la Banque centrale, notamment, à fixer ses taux directeurs à 25%. Mais il n'y avait pas que ça. Vous vous rappelez qu'en 2023, il y a aussi la guerre russo-ukrainienne qui bat son plein, qui a perturbé les échanges économiques au niveau international, avec la montée des prix des céréales et tout ça. Et il y a aussi la guerre à l'Est. Voilà, donc c'est tous ces paramètres qui ont poussé la Banque centrale à cette époque-là à fixer les taux à 25%. Mais ça fait presque 2 ans que ce taux est maintenu à ce niveau-là. Quand un taux est à 25%, ça veut dire qu'on décourage les investissements. C'est-à-dire qu'une entreprise ne va pas chercher à emprunter à ce taux-là. Mais je continue à replacer les choses dans leur contexte. Ici, il faut savoir que les taux directeurs ne s'appliquent qu'au franc congolais, pas au dollar américain. C'est-à-dire que, or, quand nous regardons les marchés bancaires en République démocratique du Congo, on voit que plus de 90% des crédits accordés, que ce soit aux entreprises ou aux ménages, ils sont en dollars américains. Ça veut dire que cette politique, la politique de la Banque centrale sur les taux directeurs, ça a un impact faible sur l'économie nationale. Ça, c'est une chose, c'est très important. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse que je vais vite fermer et vous comprendrez pourquoi. Mon cher Gardi Diana, dans les top 20 des banques au niveau mondial, il y a 6 banques chinoises. 6. Et parmi les 6 banques, il y en a 4 qui occupent les premières marches des 20 premières banques au niveau mondial. Et ces 6 banques chinoises représente, tenez-vous bien, 26 100 milliards de dollars. Je ne parle pas de 26 milliards, je parle de 26 100 milliards de dollars. Le PIB de l'Afrique, c'est 2 900 milliards. 2 900 milliards, le PIB de l'Afrique. Ça veut dire que ces 6 banques africaines pèsent... Et ces 6 banques chinoises pèsent presque 10 fois le PIB du continent africain. Et ces 6 banques chinoises, ils ont quelque chose en commun. Ils appartiennent tous à l'État chinois. Ils appartiennent tous à l'État chinois. C'est quoi? C'est la banque pour le commerce et l'industrie, c'est la banque agricole, c'est la banque des reconstructions, etc. Je referme la parenthèse. Parce que la plupart des banques d'investissement. Voilà. Ici, je vous présente un pays qui a son destin économique entre ses mains. C'est-à-dire que c'est un pays qui peut décider de construire une autoroute de 2000 km et il a les moyens de le financer. Je referme la parenthèse et je rentre en RDC. En fait, la Banque centrale du Congo, ce que nous avons toujours reproché à la Banque centrale, c'est de rester dans son rôle de vigile du taux d'inflation. C'est-à-dire que la Banque centrale ne fait que surveiller les niveaux généraux de prix dans le pays. C'est pourquoi d'ailleurs il fixe même les taux directeurs. Voilà. Tout ça c'est pour réguler l'inflation. Et pourtant une banque centrale ne doit pas rester seulement dans son rôle de gardien du taux d'inflation. Non, la banque centrale doit être un levier important de la croissance économique. C'est pourquoi j'ai commencé par vous faire cette parenthèse chinoise. C'est-à-dire que ces 6 banques chinoises-là, ils sont managés par la Banque centrale chinoise. C'est-à-dire que la Banque centrale chinoise a propulsé des banques chinoises pour qu'ils aient les moyens de financer le développement de la Chine. Et c'est ça qui manque en République démocratique du Congo. Nous avons une banque centrale tellement amorphe à financer l'économie nationale. Ce qui fait que, voilà, on avance pauvrement, à petits pas. Et ça ne peut pas, on ne peut pas, à la limite de comme je l'ai toujours dit, je vais chuter par là. Les problèmes de la RDC, le vrai challenge, c'est comment nous finançons notre développement. C'est pourquoi j'ai toujours parlé des 4 factures. C'est important. Moi, je l'ai dit et je le redirai toujours. Tant que nous ne sommes pas en mesure de payer ces 4 factures, ce pays ne va pas se mettre sur les rails du développement. Ces 4 factures, ça représente 190 milliards de dollars. 190 milliards de dollars. C'est-à-dire quoi?
66 milliards pour l'électricité, pour avoir un taux d'électricité à 100%, 66 milliards, 60 milliards de dollars pour financer, moderniser les 58 000 km des routes d'intérêt national, 58 millions de dollars pour mettre en œuvre le plan d'industrialisation de la RDC et 8 milliards pour réhabiliter, relancer les entreprises du portefeuille de l'État. Ça fait 190 milliards de dollars. Mais comment nous finançons ça? Comment nous finançons ça? Mais c'est-à-dire que même si nous étalons ça sur 10 ans, ça veut dire qu'il faut au moins 19 milliards par an, pendant 10 ans pour financer ces grands travaux qui mettraient le pays sur les rails du développement. Merci, Amédée. Voilà les problèmes. Et c'est là que la Banque centrale devait jouer. Mais elle est totalement absente. Et pourtant, le cadre juridique de 2018, les nouveaux cadres juridiques de la Banque centrale de 2018 lui donne tous les outils nécessaires pour intervenir comme toutes les autres banques centrales du monde. Alors, je suivais avec intérêt l'intervention d'Amédée Morabou qui revient sur les circuits financiers en RDC et dominé par des devises étrangères, qui n'est pas frappé par la nécessité de ces taux directeurs. Quand on sait aussi son guichet de réinvestissement de la Banque centrale est peu fréquenté, la plupart de ces banques commerciales sont déjà en surliquidité. Est-ce que ce n'est pas le moindre mal d'avoir un taux directeur de 25%, car en hausse ou en rabais, l'incidence est très faible et minime sur l'économie? J'ai comme l'impression qu'au niveau de la République démocratique du Congo, nous sommes un peu... nous courons derrière des chiffres. Nous voulons montrer que l'inflation est maîtrisée, que c'est pas que des chiffres, on est dans une politique de maintien. Justement, je suis en train d'expliquer que l'inflation est maîtrisée, la santé du franc congolais est plus ou moins stable et tout, mais sans faire les liens, Amédée l'a dit, sur la politique d'encouragement des investissements. Vous savez, tant qu'il y aura toujours cette banque centrale qui courra derrière le respect de l'inflation, faire en sorte que le franc congolais, réguler le taux directeur, le franc congolais, on oublie l'autre manche. Évidemment, c'est de l'économie. Cette conjugaison entre le financier et l'économique, c'est là où tout doit se jouer. Tant qu'il y aura, même si ce taux directeur ne concerne que le franc congolais, mais la politique est la même, on a 80% d'opérateurs économiques qui sont étrangers, qui se financent peut-être ailleurs, pas ici chez nous, à des taux très intéressants. Ils sont souvent sur liquidité. Comment nous allons avoir une politique incitative à l'interne? Qu'est-ce que la Banque centrale, qu'est-ce que la politique économique du Congo propose aux opérateurs économiques locaux? Donc, je pense que la réflexion doit être encore être développée de manière à ce qu'on devienne compétitif, qu'on arrête, la Banque centrale arrête d'être la sentinelle, mais aussi plutôt une structure qui incite à l'investissement, qui incite à la prise des risques, de manière à ce que l'économie puisse aller de l'avant. Ok. Alors, deuxième question, bienvenue Bakoumania. Puisqu'aujourd'hui on constate le fait, je veux reposer presque le sens de la question que j'ai posée à Serge Nseka. Est-ce que la Banque centrale, connaissant la faiblesse ou encore la capacité faible d'intervenir dans l'économie, a trouvé en ce taux de 25% un moyen de maintien? Est-ce qu'elle aura tort de pouvoir rester dans cette approche-là au regard des explications données par Amédée? Enfin, vous savez, cette mesure ponctuelle a été prise parce qu'il y avait inflation. Le contexte n'a pas changé, on est encore dans la guerre. Est-ce que cette inflation a concerné les dollars américains ou les francs congolais? C'était l'inflation qui a concerné l'économie nationale. Et quand on prend une mesure ponctuelle pour résoudre un problème qui s'est posé à un moment donné, mais qui perdure, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé l'antidote à ce problème. Et les intelligences, je vais me répéter, les intelligences doivent se retrouver et trouver l'antidote au problème, parce que le problème persiste. Tout le monde a peur, la Banque centrale particulièrement, de dire il suffit que je baisse le taux directeur, on est reparti, la surchauffe va revenir. Oui. Alors que, avec tous les outils à la disposition de la Banque centrale, à la disposition même du gouvernement dans la politique budgétaire, avec tous les outils qu'on a, on peut arriver à baisser le taux directeur et ne pas connaître les effets néfastes de la surchauffe. Ça, je disais tout à l'heure, ce sont des intelligences qui doivent se mettre en branle. Et ces intelligences, on n'en manque pas dans ce pays. On n'en manque pas, c'est une question de volonté. Une question de contexte. Est-ce que
l'initiative d'aller sur le compte unique du Trésor n'est pas justement l'une des mesures qui peuvent aider la Banque centrale à revoir un peu plus le poids de la bête sans forcément attendre le gros des efforts des autres banques privées qui sont dans un contexte, nous le connaissons. Mais ça, c'est la branche du gouvernement. Est-ce que cette politique-là est déjà applicable? Est-ce qu'on ne donne pas trop de responsabilité à la Banque centrale, mais qu'il faut également un travail du côté du gouvernement pour l'aider dans cet exercice? Oui, tout à l'heure, je disais que toutes les deux politiques maintenant se marient, ils tiennent des réunions régulièrement. Avec la Troïka, ils tiennent des réunions régulièrement. Donc, ce que fait l'autre, des incidents. Je suis au courant de ce que fait l'autre. Exactement. Et je vous dis, cette mesure-là risque d'avoir tel effet comme conséquence dans mon secteur. Oui. Donc, je pense qu'ils se concertent. Et dans leur concertation, ils entrevoient également la possibilité de trouver l'antidote à la crise qui nous avait frappé en août 2023. Ça fait quand même une année, et puis nous tendons vers la deuxième année où nous avons une mesure ponctuelle qui est devenue permanente et ça gêne personne. Et c'est ce qui est inquiétant, c'est parce que alors ça que gêne les paramètres ont changé quand même. Les paramètres sont en train d'évoluer. Les paramètres, même si le contexte est le même, les paramètres évoluent. Il suffit d'identifier des bons boutons où il faut appuyer pour que nous puissions réduire le taux directeur et appliquer d'autres politiques pour compenser, pour ne pas avoir la surcharge. J'ai envie de poser la même question que je vais vous poser à vous, à Amédée et à Serge Nseka. Quels sont les quelques paramètres que la Banque centrale a entre ses mains pour pouvoir faire évoluer ces contextes? Mais écoutez, c'est la politique monétaire de la République qui est entre les mains de la Banque centrale. Pour moi, le premier outil, c'est justement les taux directeurs. Il faut qu'ils commencent à agir à travers le taux directeur. Et ils ont également les bons de trésor qui permettent d'éponger ce qui est en circulation. Donc ce ne sont pas des outils qui manquent à la Banque centrale. Mais les bons de trésor ont été lancés, si j'ai bonne mémoire, au premier trimestre 2025, le ministre des Finances est parti dans ce sens-là, mais la question c'est l'orientation. L'argent a servi à quoi? C'est la grande question. Ah non, l'argent sert à quelque chose. Je n'entre pas dans la politique. Oui, je sais que de manière pratique, quels sont les leviers à la disposition de la Banque centrale aujourd'hui pour justement quitter cette politique, même pas curative, cette politique des survies que la Banque centrale est en train de mener jusqu'à aujourd'hui? La Banque centrale a tous les leviers pour quitter pour avoir de l'effet, de l'impact sur l'économie nationale. Il a aussi besoin de l'aide venant de l'économie nationale. Écoutez, quand vous lisez la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Banque centrale, on vous dira que la Banque centrale, c'est les conseillers économiques et financiers du gouvernement. Et la loi organique de la Banque centrale dit que la Banque centrale soutient la politique économique du gouvernement. Comment la Banque centrale peut-elle soutenir la politique économique du gouvernement? Ça veut dire que l'organisation est donnée à quelqu'un d'autre, à l'exécutif par exemple. C'est pourquoi j'ai commencé par vous donner la parenthèse chinoise là. Okay. Aujourd'hui par exemple... Pour reconnaître l'écart est quand même assez énorme. Et aujourd'hui par exemple, nous avons 6,7 milliards de dollars de réserves internationales. Mais ces 6,7 milliards de dollars de réserves internationales, c'est un capital pour la banque. La loi gérant le portant organisation de la Banque centrale dit que la Banque centrale, il détient et gère les réserves internationales de la RDC. Ça veut dire que gérer, ça veut dire quoi? Ce n'est pas garder. On ne va pas indéfiniment garder 6,7 milliards de dollars comme ça dans les coffres, alors que nous avons l'AMIBA qui n'a besoin que de 450 millions de dollars pour sa relance totale. Comment un Congolais peut-il comprendre que nous avons 6,7 milliards de dollars dans les coffres de la Banque centrale, mais nous sommes incapables de relancer une entreprise aussi importante que l'AMIBA qui ne demande que 450 millions de dollars? Comment un Congolais peut-il comprendre qu'on a autant de réserves déjà qu'on n'a jamais eu auparavant? Pendant tous les règnes de Joseph Kabila, on n'a jamais atteint 2 milliards de réserves internationales. Mais aujourd'hui, nous en avons 6,7 milliards de dollars. Il revient à la Banque centrale, en coordination avec le gouvernement, de voir dans quelle mesure cet argent-là peut être injecté dans l'économie nationale pour stimuler la croissance. Je donne juste un exemple. Parce que votre question, c'est quels sont les leviers que peut avoir la Banque centrale pour intervenir sur le marché. Écoutez, si par exemple, sur les 6,7 milliards de dollars, la Banque centrale décide par exemple, en collaboration avec le gouvernement, que voilà, nous prenons 2 milliards de dollars, nous investissons ça
dans les services nationaux, de manière à ce que les services nationaux puissent être représentés dans toutes les provinces. Et que nous puissions produire, parce qu'aujourd'hui, quand j'entends les services nationaux produire 25 000 tonnes de maïs, mais c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins. Les besoins de la RDC, c'est 13 millions de tonnes par an. 13 millions de tonnes. Les services nationaux n'en produisent que 25 000 tonnes, cher Gardi. Donc, si par exemple, on investissait 2 milliards de dollars dans les services nationaux, dans toutes les provinces, c'est vrai, peut-être cet argent-là pourrait créer peut-être une inflation qu'on peut gérer. Mais dans une année, quand toutes ces unités des services nationaux vont produire sur place, mais il y aura un bénéfice énorme sur l'économie du pays. Et surtout, ça va donner de la valeur aux francs congolais. Okay. Quand la gouverneure qui est actuellement à la tête de la Banque centrale a pris le règne de cette institution, les francs congolais étaient à 2000 francs les dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 2850. Vous voyez? Donc, c'est ça. Ça, c'est un des leviers. C'est-à-dire qu'on a l'argent, on peut l'injecter dans l'économie et créer de la croissance. Aujourd'hui, nous sommes taxés, nous dépensons chaque année 4 milliards de dollars juste pour les produits de base, de consommation courante. S'il arrive que nous produisons tous ces produits-là, c'est-à-dire les riz, le maïs, l'huile, tout ça, nous les produisons sur place. Ça veut dire que nous allons acheter ces produits en francs congolais. Ça veut dire que nous allons apprécier notre monnaie. Or, la Banque centrale, depuis qu'il applique sa politique-là, le franc congolais ne fait que se déprécier et tout. Merci. Donc, voilà. Je chute par ce que Bienvenu disait, je confirme qu'il y a une sécheresse d'intelligence dans nos institutions qui fait que, voilà... La misère, voilà, la misère intellectuelle. Voilà. Non, mais, Serge Seka, avec ce que Amédée et Bienvenu évoquent ici, est-ce que la Banque centrale n'est pas justement victime de l'absence de politique d'investissement de la part des exécutifs? Elle soutient l'économie, mais elle n'organise pas l'économie. Est-ce qu'elle n'est pas victime justement de cette absence d'intelligence des politiques d'investissement qui doit provenir de l'exécutif? Je ne suis pas d'accord avec l'absence d'intelligence. C'est-à-dire qu'on ne va pas puiser là où se trouvent les intelligences. C'est-à-dire qu'on reste dans un cercle, on s'est dit, nous fonctionnons dans ce cercle-là, dans ce cadre-là. En dehors, oui. Ouais. En dehors de ces cadres, il n'y a personne qui peut entrer en oubliant qu'on gère la République. C'est-à-dire que c'est faire vraiment insulte à la République, dire qu'il y a sécheresse. Il y en a. Mais on ne va pas chercher. On ne veut pas les chercher. En interne. Mais la banque, il n'y a pas d'interne à la Banque centrale. Ça appartient à qui? C'est la banque de qui? De quelle coterie? Non, c'est la banque de la République, s'il vous plaît, messieurs. Faire comme un journaliste, s'il vous plaît. Mais autre chose, la banque doit être audacieuse, dépasser la politique des clichés. Voilà. C'est comparé à Joseph Kabila. Il y avait 2 milliards, nous avons à 6 milliards, 6 milliards 700. Ça qui servent à quoi? Il vient de le dire. Qui servent à quoi? La banque doit arrêter de nous dire que nous maîtrisons l'inflation à tel taux, qu'on oublie Joseph Kabila en matière de l'économie, en matière de finances. Personne ne l'a si ce n'est Amédée. Mais non, c'est toujours ça. C'est ça l'argument. Nous avons trouvé ça. Il y a le principe de continuité dans la gestion. Mais on ne peut pas en faire un point. On ne peut pas en faire un point de débat à chaque moment, revenir là-dessus, alors que le problème est beaucoup plus grand. Oui, moi je ne veux pas également qu'on ces arguments-là. Ne m'arrêtez pas, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, je n'indexe personne. Et que la Banque centrale doit... Vous avez parlé du retour de l'économie sur l'activité de la banque. Mais commerce avec quelle banque? Des banques commerciales? Citez-moi une seule banque congolaise. Citez-moi une seule banque de développement en République démocratique du Congo. Comment vous voulez... Oui, il a parlé de l'agriculture, mais il n'y a pas que ça. L'investissement privé, le secteur privé, comment ce secteur décollera s'il n'y a pas une garantie souveraine qui proviendrait du gouvernement en passant par la banque pour garantir, créer des banques, donner à Gardi le moyen de créer une banque agricole, une banque pour financer les PME, des banques spécialisées avec des taux incitatifs.
Oui. Mais en fait, des intelligences, il y en a même sur ce plateau, on peut prendre de bienvenue. Bon, il faut quitter la CPI de la Banque centrale. Non. Amédée Marabout, peut-être. C'est son domaine les plus. Ou Eric Chikouma ou toi. Mais si nous, on trouve des solutions en discutant comme ça, comment vous voulez trouver des solutions économiques pendant que cette économie nous échappe, même en matière de financement? Combien de jeunes gens ici ont des projets? Je prends madame, je l'appelle Mamie Joël, Marie-Thérèse, qui a le projet de robot pour ceux que... Robot roulage. Elle va aller dans quelle banque pour solliciter quel crédit, à quel taux? S'il y avait des banques de développement dans les secteurs technologiques, elle aurait le moyen qu'il faut. Il y a des startups ici qui se développent, mais qui n'ont pas des moyens. On passe pour un peuple de cons, pendant que le gouvernement est incapable de financer des intelligences. Qu'on aille chercher des spécialistes. Il y en a, je vous en cite deux. Amédée, bienvenue, et Faustin. Merci. On va... Peut-être juste une parenthèse. Juste une parenthèse, oui. Dans les 28 mesures de Matata, on est en janvier 2016, quand les cours des métaux avaient chuté et qu'il y avait une baisse sensible des recettes publiques. Il a pris 28 mesures. Et dans les 28 mesures, j'ai dit ça parce qu'il a évoqué ça. Oui. Dans les 28 mesures-là, on parle de la création d'une banque d'habitat. On parle de la création d'une banque agricole. On parle de la création d'une banque d'investissement. Et on parle de la récapitalisation de la Codeco. Ça fait presque 8 ans. Codeco. Les Codeco. C'est Cadeco. Oui, la caisse d'épargne. Voilà. Codeco, c'est un mouvement rebelle. Oui, Cadeco. Ça fait 8 ans. Mais on n'a pas eu un gouvernement qui a pensé à faire en sorte qu'on puisse créer ces banques. Et la Banque centrale n'a rien fait pour créer ces banques-là. Parce que c'est la Banque centrale qui doit insuffler, qui doit, en tant que conseiller économique et financier du gouvernement, qui devait dire au gouvernement que nous devons avoir une banque d'investissement, nous devons avoir une banque agricole, nous devons avoir une banque de l'habitat. Mais tout ça, il n'y en a pas. La Banque centrale je veux aussi une parenthèse, parce qu'on en avait parlé, je crois, on va le faire rapidement dans les 7 minutes qui nous restent, on va évoquer les deux autres sujets. Autour de cette table, il y a une fois, le capital de la Banque centrale, c'est 60 francs. 60 francs congolais. Il faut récapitaliser la Banque centrale pour lui permettre, justement à cette banque de faire ses interventions. Et l'idée géniale d'Amédée, c'est de puiser dans les réserves internationales. Pourquoi on doit garder cet argent comme un bon Congo sous le lit? Pour des raisons cosmétiques. Vous trouvez le qualificatif de Congolais. On a l'État Congo. Un bon Congo, il aime bien avoir tous les dollars sous le lit. Chaque matin, il regarde. Et d'aller mettre dans une banque pour des raisons cosmétiques, dire que nous avons... Allez, dans les 7 minutes qui nous restent, on va évoquer les deux autres sujets. On va commencer par ce triste nouvelle avec des naufrages qui se comptent maintenant comme des pains dans le marché. On en a connu un autre récemment, je dirais, au début de la semaine. Mais la grande question que les gens se posent, c'est qu'autrefois on disait il y a un problème au niveau de contrôle au point d'embarcation et puis tout ce qui va avec. Mais la question c'est quelle politique mettre en place pour sécuriser le Congolais, parce que dans un État aussi enclavé, ça représente quand même un moyen de transport assez important, notamment pour le trafic économique. Comment faire? Quelle est la politique à mettre en place pour pouvoir résoudre le problème du transport fluvial? Je commence par Amédée Marabout. Bon, visiblement, il n'y a pas une politique qui favorise le développement du transport fluvial en République démocratique du Congo. Quand on regarde le secteur fluvial en RDC. Il n'y en a pas au niveau de la banque, la politique monétaire, il n'y en a pas au niveau du transport fluvial. Finalement, il y a des politiques où... Dernièrement, le VPM en charge de transport, il était sur Top Congo, il disait que voilà, parce qu'on lui avait posé la question des embouteillages à Kinshasa, et il a répondu pour dire qu'on est au niveau des Chanimental, on est en train de construire 4 bateaux de l'ONATRA et que incessamment on va le mettre sous l'eau et ça pourra servir des taxis entre Vich et Maluku et tout. Et il a ajouté pour dire que chaque bateau qu'on est en train de construire, les coûts de construction, c'est 250 000 $. Quand j'ai entendu ça, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais vraiment dans ce pays, pourquoi on ne sait pas faire mieux? Pourquoi chaque fois on se contente du peu? Qu'est-ce qui vous intrigue dans le coût
mon frère Gardidiana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4 bateaux, ça fait $1 million. Mais si on en produit 100, ça ne nous coûterait que 25 millions de dollars. Je vous dis que depuis que l'année a commencé, jusqu'à aujourd'hui, avec les bons du Trésor, on a déjà levé plus de 400 millions de dollars. Mais ici, 25 millions, juste 25 millions pour investir, donner à Chanimetal comme commande, produisez-nous 100 bateaux, on jette sur le fleuve. Mais vous avez un vice-premier ministre qui parle de 4 bateaux et il est content que ça pourrait soulager un peu les embouteillages. C'est pourquoi moi je vous dis, il n'y a pas de politique de transport dans ce secteur-là. Merci. La République démocratique du Congo, c'est une puissance hydrographique. Nous avons, le fleuve Congo, c'est 4700 km² et 4700 km, mais qui ne sont ni balisés, ni drainés régulièrement. C'est tout simplement pas normal. Il y a le ministre du développement rural, Mwindo Nzangi, quand il était passé dernièrement au briefing, il dit, nous avons fait une expérience. Nous avons amené un bateau dans un village perdu du Kasaï. On leur a dit, nous avons l'argent, nous avons besoin d'acheter du maïs. Ils sont restés pendant deux semaines dans ce village-là. Et en 2 semaines, ils ont pu collecter 120 tonnes de maïs. 120 tonnes de maïs. Travailler manuellement. C'est-à-dire que les commerçants, ils ont amené sur la tête des sacs de maïs 120 tonnes en 2 semaines. Alors, imaginez-vous, si sur notre réseau hydrographique, il y avait le transport fluvial régulier et tout, mais est-ce qu'on l'aurait fait à Kinshasa? Est-ce qu'on continuerait à marcher les surgelés à Kinshasa? On y reviendra sur les détails, Serge Nseka. C'est vrai, on parle de l'approche en termes d'investissement, mais sur l'approche sécuritaire. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Parce qu'au point d'embarcation, il y a des services de l'État. Comment résoudre ce problème qui insécurise le Congolais, non seulement le Congolais, mais également leurs biens? C'est triste de revenir sur cet épisode-là parce que l'accident qui est intervenu, c'est un problème technique, problème des balises. Les camions auraient heurté quelque chose, banc de sable ou un morceau de bois. Et c'est ce qui a conduit à cela. Cela revient à dire que la politique sécuritaire en termes de navigation, de transport fluvial, même lacustre. On a vu il y a quelques temps ce qui s'est passé sur le lac Kivu, avant la prise de la ville par des gens de l'autre côté. Et voilà, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont payés, mais qui ne font pas leur travail. La sécurité des navires et des clients, de ceux qui se déplacent, c'est-à-dire qu'à quelques mètres, cela voudrait dire de Beach Ngobila, il y a des bancs de sable qui n'ont jamais été dragués, que le fleuve n'est pas balisé. Et bientôt, ça sera la saison sèche. On va encore enregistrer un nombre, je touche du bois pour que cela n'arrive pas, mais malheureusement, je dois le dire, que de gens vont mourir, des bateaux qui vont connaître des difficultés dans la navigation. Qu'est-ce qui se passe? On regarde ailleurs, sauf là où il y a des problèmes. Parce que si nous allons... Dans chaque port, il y a des commissaires fluviaux, il y a tous les services. Là, je ne rentre pas encore dans de moyens. Et ces ports-là produisent de l'argent. Il y a la ville de Kinshasa qui lève des taxes sur le port. Il y a les embarquements, il y a des gérades, il y a même les services, les renseignements et tout le reste. Oui, oui. Ces ports ne sont pas des bois morts. Ils font rentrer de l'argent. Qu'est-ce qu'on retourne? L'ONATRA a lancé le lundi passé de cette semaine ce transport fluvial de bateaux et quelques canaux pour faire le trafic, mais ce n'est pas suffisant. Ça va naviguer sur ces fleuves-là. Là, ce n'est pas de la responsabilité de l'ONATRA, mais c'est du gouvernement, du ministère des Transports, et au niveau national et au niveau provincial. La mobilité, ces problèmes me donnent l'occasion de faire un clin d'œil sur la question de la problématique des mobilités dans le pays, mais à Kinshasa en particulier. On devait refaire le rail Kitambo, gare centrale. L'ONATRA a de l'argent pour ce même projet et il y a Metrokin a de l'argent pour ce même projet. Mais quelque part ici derrière nous, il y a le ministère je crois, Affaires foncières qui fait enlever
qui a déraillé toute la ferraille, pour construire un bâtiment de l'administration à moins de 10 mètres des rails. Qu'est-ce que nous voulons? Mais ça va gérer, ça va il faut une distance de 25 mètres. Alors, donc, qu'on arrête. On va finir avec Bienvenue Bakoumania. La question, c'est vrai, sécuritairement, économiquement, il y a beaucoup de pesanteurs, mais c'est à se poser la question de savoir, est-ce que l'État regarde où la question c'est, est-ce qu'on peut poser le problème des financements? Parce que je sais que l'OVD existe, mais si vous posez la question, l'OVD vous dira, je ne reçois aucun moyen pour aller drainer les rivières à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des solutions pour que la plupart de ces agences commises à des tâches exécutent leurs tâches de manière indépendante? Est-ce qu'il faut repenser sur le système de financement de ces agences-là? Donc plutôt, il faut restaurer l'autorité de l'État partout. Okay. Il faut que l'on commence par ça. Il faut restaurer l'autorité de l'État partout. Il ne faut pas qu'il y ait des endroits où l'État ne peut pas intervenir. Donc le commissaire fluvial, c'est un petit dieu. Il peut décider, ça navigue ou ça navigue pas, même si ça ne va pas. On parle de Kinshasa parce que c'est à côté. Chaque jour à Inongo, il y a des naufrages. En Bandaka, dans l'Équateur, il y a des naufrages. Dans la province orientale, chaque jour, il y a des naufrages. Sur la rivière Kassai, chaque jour, on compte des naufrages qui passent sous les radars. On doit se réveiller et nous dire, moi je me rappelle quand j'étais étudiant, mais j'ai quitté Kinshasa jusqu'à Kisangani en 15 jours. Aller-retour, s'il vous plaît. 15 jours? Oui. Moi, je connais Kokolo, Ebea, Tchachi, Vangu, Gungu, je connais tous ces bateaux parce que je montais, quand je montais, je fais 15 jours avec Kokolo, je monte dans l'autre bateau, 15 jours avec Gungu, oui, c'est aller-retour. Et dans le bateau, on était pris en charge, on mangeait bien, on était bien. Comme étudiant. Oui, comme étudiant. Vous vous rendez compte? Je connaissais par cœur les différents ports. Et ça parce n'existe plus aujourd'hui. Il y avait le balisage, il y avait la vie. J'ai du mal quand je vois le chantier naval de l'ONATRA. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambition pour le pays. Et quand je vois, il y a aussi un chantier naval en Bandaka. C'est de la ferraille. C'est en ruine. En ruine. Totalement en ruine. Donc je pense que la politique doit jeter un coup d'œil, doit se réveiller pour que ce secteur puisse... C'est un secteur éminemment rentable pour la République. Ouais. Alors, on va faire un exercice en 30 secondes de parole à chacun pour évoquer les tout derniers sujets. La réflexion sur la politique salariale. Il y a déjà eu des réflexions qui ont conduit à l'instauration du SMIC et tout ce qui va avec. La question, c'est quel est l'enjeu de revenir sur cette question aujourd'hui? Serge Seka. Je pense que c'est une question difficile à traiter parce qu'au même moment, les fonctionnaires, les salariés sont en droit de réclamer un réajustement et que le gouvernement qui se bat comme un diable dans un bénitier pour trouver le moyen pour faire face à tout le problème qu'il rencontre, qu'il gère, notamment la guerre, mais aussi pour améliorer, ça c'était la promesse du chef de l'État. On devait poser de moyens dans la révision de train de vie des institutions de l'État. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce qu'on va trouver ces choses? Ce ne sont pas des mesures cohérentes pour aller vers la majoration. Le promesse c'est une chose, mais les appliquer, ça n'est une autre. Et pour arriver à cela, il faut interroger l'autorité budgétaire, qui doit accorder, donner les quitus à ce projet. Est-ce que nous avons le moyen aujourd'hui de convaincre le gouvernement, de convaincre le législateur pour arriver à cela? À ce niveau-là, merci. Autant de questions. Autant de questions. Amédée Morabou, est-ce que cette discussion est opportune dans le contexte économique qui est le nôtre? Écoutez, la politique salariale doit cadrer avec la stratégie économique globale du pays. Aujourd'hui, les gouvernements mobilisent plus ou moins 250 millions de dollars pour payer les rémunérations. 250 millions de dollars par mois. Et qu'ils payent d'ailleurs difficilement. Des fois, vous entendez, les fonctionnaires ne sont pas payés, il faut attendre parce qu'il n'y a pas suffisamment de... Besoin de faire des coupes à gauche, à droite pour répondre à ces exigences. Ça dit que pour mieux rémunérer les gens, déjà, il faut collecter cet argent-là. Donc ici, il faut mobiliser davantage pour mieux payer les fonctionnaires. Mais quand vous ne mobilisez pas davantage, comment est-ce que vous allez le payer? Donc c'est ça la grande question. Donc la politique salariale devait s'inscrire dans une stratégie économique globale.
Sans cela, mais on ne saura pas le faire. Parce que déjà, avec ce que nous mobilisons, on aura du mal, par exemple, à donner les doubles à chaque fonctionnaire. Donc, il faut aller à la racine. Et je termine par là pour dire que, au fait, dans ce pays, le problème fondamental, c'est celui de la production. Moi, j'ai toujours dit que la RDC est pauvre parce que les Congolais ne travaillent pas assez. Ou la majorité des Congolais ne travaillent pas. Nous sommes dans un pays où il y a un chômage de masse. Quand la masse, c'est-à-dire que la majorité de personnes qui sont actives, qui devraient travailler, ne travaillent pas, comment le peu de gens qui travaillent peuvent produire suffisamment pour tout le monde? Merci. Voilà. Merci pour la... Donc, bon, c'est parce que peut-être on va y revenir. On y reviendra. C'est une grande question. Oui, de mon point de vue, je pense qu'il y a les institutions, les animateurs des institutions ont voulu corriger une injustice. Et c'est de leur droit de penser corriger cette injustice. Le budget est quand même passé de 3,5 milliards à 16 milliards. Mais il faudrait également que d'une manière ou d'une autre, le salaire puisse passer de l'espace de 3,5 milliards. C'est-à-dire une multiplication par 4. Donc, laissez au moins que les institutions posent le problème. C'est même courageux de leur part de poser le problème. Je pense qu'ils posent le problème pour des besoins de transparence, pour que demain on ne pose pas la question. Vous étiez aux affaires, vous avez multiplié les budgets, mais nous on n'a pas senti. C'est une manière de redistribuer les budgets. Les revenus nationaux. Ça accroître aussi la productivité, parce que qui est mieux payé travaille. On va aussi augmenter la demande qui va rencontrer et puis influencer l'offre. Je pense que la discussion vaut la peine d'être menée. Il faut avoir des nuances. Merci beaucoup. C'est donc par là qu'on met un terme à ce nouveau numéro de Kiosque Éco. Merci à Serge Nseka, merci à Médé Morabou, merci à Bienvenue Makoumania, merci également à vous qui nous avez suivis, à la grande équipe technique derrière. Au revoir et excellente suite de programme sur Zone Éco.